Peut-être vous savez déjà ce qu'est un logarithme, vous connaissez déjà ce qu'est la fonction exponentielle, peut-être pas. Et dans le premier cas, vous pouvez un peu oublier ce que vous savez pendant 20 minutes, et puis après on va le reconnecter. Et puis la conférence s'adresse surtout aux élèves et aux personnes qui ne savent pas ce qu'est le logarithme ou l'exponentielle. Donc si certains d'entre vous avaient des appréhensions au début, eh bien, elles n'étaient pas fondées. Et puis si d'autres parmi vous connaissent déjà tout sur le logarithme et l'exponentielle, vous pouvez déjà partir. On apprendra rien au niveau. Ce que j'ai essayé de vous montrer, c'était pas qu'à la fin de la conférence vous sachiez plus de choses sur le logarithme et sur l'exponentielle, mais c'était de vous montrer comment on construit un concept en mathématiques. Et donc ça, c'est une des difficultés, c'est quelque chose qui est très difficile à transmettre, puisque les concepts se construisent sur des années, parfois sur des siècles, et parfois, pendant de nombreuses années, on a un mauvais concept, et puis petit à petit, on arrive à le transformer en un bon concept. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile de transmettre, parce que quand on enseigne, eh bien, on essaye de transmettre ce qui marche aux élèves, et pour que ce soit plus efficace, pour que ça soit quelque chose d'utile. Mais bien entendu, c'est bien qu'il y ait des conférences le soir, comme ça, pour qu'on puisse savoir tout ce qui ne marche pas, et comment, par approximation successive, on arrive à construire des concepts. Et donc, je vais commencer par vous poser un petit exercice. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui jouent au tennis ? Oui, parfait, donc l'exercice est pour vous. Donc on organise un tournoi de tennis où il y a 32 joueurs. Et à chaque tour, donc vous savez comment marche un tournoi, à chaque tour, chaque joueur rencontre un autre joueur. Et puis le perdant est éliminé, le vainqueur passe au tour suivant. Et donc si on commence avec 32 joueurs, la question c'est combien il faut de tours. Voilà, 5, bravo. Donc comment est-ce que vous avez fait le calcul? Eh bien, vous vous êtes dit, au début, il y a 32 joueurs. Alors ça, c'est le tableau de Roland-Garros. Donc, ceux qui jouent au tennis, vous avez joué à Roland-Garros. Donc, c'est les 32 meilleurs joueurs du monde. J'espère qu'au moins 10 ou 12 sont dans cette salle. Donc, voilà, on se dit au début, il y a 32 joueurs, puis il y a 16 matchs, et puis il y en a 16 qui passent au deuxième tour. Jusque-là, ça va, j'ai 32, c'est divisé par 2. Ensuite, au deuxième tour, il y en a 16, puis il y en a 8 qui passent au troisième tour, puis il y en a 4 qui passent au quatrième tour, il y en a 2 qui passent au cinquième tour, et au cinquième tour, il y a 2 joueurs, c'est ce qu'on appelle la finale, il y en a un qui gagne, et il gagne le tournoi. Donc vous avez vu qu'on a 5 tours, et donc c'est la réponse ici. Voilà, donc c'est pas la peine de faire tout ce que je vous ai dit avant, il suffit de prendre 32, de diviser par 2, ça fait 16, de diviser par 2, ça fait 8, par 1, 4, 1, etc. Et puis pour avoir la réponse à la question, vous comptez non pas le nombre de nombres, mais le nombre de flèches. Donc si vous voulez, vous pouvez compter le nombre de nombres, à vous enlever un, c'est pas grave. Et donc c'est comme ça qu'on trouve le nombre de tours. Alors maintenant, on avait commencé avec 7 joueurs, 4 tours, bravo. Mais ça c'était trop facile, puisque à chaque fois qu'on fait des divisions, le nombre de joueurs, la division tombe juste. Oui, j'ai choisi 32 et 16 à dessein. Et alors, si on avait commencé avec 26 joueurs, donc on aurait fait 13 matchs, il y aurait eu 13 vainqueurs. Donc au deuxième tour, il y a 13 joueurs. Et donc là, on refait un tirage au sort. Et donc là, il y a 2 possibilités. Ou bien on tire au sort, puis on fait 6 matchs, puis il y en a un qui est éliminé par le tirage au sort. Mais bon, ça c'est un petit peu injuste. Donc on fait un tirage au sort, et il y en a un qui passe gratuitement au tour suivant par le tirage au sort, et puis les autres 6 font 6 matchs, et il y en a 6 qui gagnent, 6 qui sont éliminés, donc le nombre suivant c'est 7, bravo. Voilà, c'est 7, puis 7 pareil, ça fait 4, puis il y en a un qui passe au tour suivant gratuitement, peut-être même peut-être un autre, et puis il y a les 6 autres, ça fait 3 qui passent au tour suivant, et après là on retombe sur les nombres précis, donc ça fait 4, 2, 1, et donc le nombre de tours c'est 5 à nouveau, exactement comme quand il y avait 32 joueurs. Et donc ça, c'est une nouvelle manière de calculer le nombre de tours, qui consiste à diviser par 2 à chaque étape, mais en arrondissant à l'entier supérieur. C'est ce qu'on appelle une division avec arrondi par excès. Bien, mais alors la division avec arrondi par excès, c'est difficile à faire. Par exemple, si vous avez une calculatrice, vous pouvez pas, il n'y a pas d'opération qui est divisée avec arrondir. Vous avez une calculatrice, vous faites diviser. Et vous divisez 13 par 2, vous n'allez pas obtenir 7, vous allez obtenir 6,5. Et ça nous donne une deuxième définition du nombre de tours, une deuxième manière de calculer le nombre de tours,
On divise par 2, donc ça fait 26, 13, 6,5, là on n'arrondit pas. Puis 3,25, puis 1, 625, et puis 0, 8125. Et on s'arrête, alors non pas qu'on est tombé sur 1, mais qu'on est tombé sur un nombre qui est plus petit ou égal à 1. Et alors, on se pose la question, est-ce que ces deux méthodes donnent toujours le même nombre de tours? Donc par exemple, ici, on voit qu'ils sont par de 26. Avec la deuxième méthode, on a donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, 26, 13, 6,5, 3, 25, etc. Et en dessous, on a 26, 13, 7, 4, 2, 1. Et on se dit, mais comment montrer qu'il y a la même longueur? Voilà, et donc là, c'est le premier vrai problème. D'accord, avant de trouver le nombre de tours, c'était facile, il suffisait de diviser par 2. N'importe qui sait faire une division pouvait trouver la réponse. Et vous savez déjà que si je vous donnez n'importe quel nombre de joueurs, bah vous avez une méthode, un algorithme pour trouver la solution. Ici, et maintenant, on n'est plus en train d'appliquer un algorithme, on est en train de chercher une. Non, on est en train de chercher un argument qui va nous dire que ces deux suites ici ont la même longueur. Comment on appelle un argument qui nous convainc quelque chose? C'est une démonstration, donc on est en train de chercher une démonstration, donc on est passé du calcul à la démonstration, et on est en train d'essayer de chercher une démonstration que si on prend un nombre et qu'on le divise par 2 une fois sans arrondir, et puis on s'arrête si on tombe sur un nombre plus petit que 1, plus petit ou égal à 1, et puis que sinon, si on fait les arrondis, on va obtenir le même nombre de tours. Voilà, et ça c'est le genre de problème sur lequel on peut réfléchir 5 minutes, 1 an, 10 ans, 100 ans, et le trouver une solution ou non. Est-ce que vous connaissez le problème sur lequel on a séché le plus longtemps? Est-ce que vous connaissez l'ordre de grandeur? Donc, quand le moment, il y a un mathématicien qui a posé un problème, et puis, pour une raison que vous allez vite comprendre, c'est un autre mathématicien qui l'a résolu. Il s'est passé combien de temps entre le moment où le problème a été posé et la solution? Quel est le maximum? 2000. Alors, j'ai entendu 500 ans, 2000, 1000 ans, 10 000 ans, 10 c'est beaucoup, c'est 23 siècles. Donc c'est un problème qui a été posé au 4e siècle avant Jésus-Christ et qui a été résolu au 19e siècle. Et pendant 23 siècles, les mathématiciens ont essayé de le résoudre, et ils ne sont pas parvenus. Et c'est seulement au 19e siècle qu'un mathématicien qui s'appelle Lindemann a résolu ce problème. Vous connaissez le nom du problème? C'est un problème qui consiste à construire avec une règle et un compas un cercle et un carré qui ont la même surface. Donc vous faites par exemple un carré qui fait 1 mètre carré, 1 mètre sur 1 mètre. Donc voilà, on va dire 10 cm sur 10 cm, comme ça les compas sont moins lourds. Et vous essayez de tracer donc des arcs de cercle, de relier des points avec une règle, etc., de manière à arriver à construire un cercle. Donc en gros, il faut construire le rayon du cercle, et après vous ferez le cercle avec le compas, mais il faut trouver le centre du cercle et puis un point du cercle, de manière à ce que le cercle, lui aussi, fasse, j'avais dit quoi, 10 fois 10, donc ça fait 100 cm². Un décimètre carré. Et voilà, donc ça c'est impossible. Et celui qui a démontré que c'était impossible, c'est Lindemann au 19e siècle. Et le nom du problème, c'est la quadrature du cercle. Voilà, donc peut-être on va passer 23 siècles à essayer de montrer que ces deux suites ont la même longueur, peut-être pas. Bien sûr, quand on dit ces deux suites ont la même longueur, c'est pas juste la suite pour 26, parce que pour la suite pour 26, c'est facile, il suffit de calculer la longueur, on fait 5 x c'est 5. C'est quel que soit le nombre qu'on prenne ici. Alors, qui a une idée de comment démontrer ça? Ouais, mais je vous ai un peu aidé là. On va commencer par faire quelques observations sur cet exemple. On ne va pas avoir une idée qui nous tombe du ciel, il faut essayer de regarder l'exemple et faire quelques observations. Et j'ai entouré deux nombres pour essayer de guider votre intuition. Donc entre 3,25 et 4, il semble y avoir une relation. Là, vous avez 3,25, hein, qui est le nombre que vous obtenez après 4 divisions. Un quart de 0,25. Un quart de quoi? 0,25, c'est un quart de... Ouais, c'est un quart de 1. La relation entre le 4 et le 0,25. Voilà. Ok, donc si... Ouais, mais le but c'est de rapprocher le 4. Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre 3,25 et 4? Ouais. Alors voilà, il y a une idée, c'est on enlève un quart et on ajoute un. Alors, voyons si ça marche ici. Si on enlève un quart et on ajoute un, ben, ça marche pas, ça fait 6,25.
Donc ça marchait pour ce cas-là, mais ça ne marche pas partout. Oui? Voilà, c'est ça, c'est en fait le nombre qui est au-dessus. C'est l'arrondi par XS, c'est le nombre qui est au-dessus. Alors, ça marche partout, ça. Alors, pourquoi pas? Ouais. Non, ok, partie entière plus 1, c'était... Voilà, ça c'est une très bonne remarque. Partie entière plus 1, c'est presque ça. Et d'ailleurs, en reprenant, j'ai été charitable, j'ai reformulé, en corrigeant la minuscule erreur qu'il y avait, qui est celle que tu viens de relever, qui est que ça ne marche pas pour les nombres entiers. Donc c'est pas la partie entière plus 1, c'est le nombre entier qui est juste au-dessus. C'est l'arrondi au-dessus. Donc alors du coup 26, quand on l'arrondit, ça fait 26, ça fait 13, 6 et demi, ça fait 7, 3,25 ça fait 4, 625 ça fait 2, et 0, 825 ça fait bien 1. Et donc on se dit, au départ, bien sûr c'est le même nombre, donc celui-là c'est l'arrondi de celui-là, et si de proche en proche, on arrive à montrer que c'est la même chose à toutes les étapes, eh bien on est à peu près sûr que ici on va s'arrêter au même moment. Pourquoi? Eh bien parce que ici l'arrondi va être 1, et donc on s'arrête. Enfin, quand on a un nombre qui est compris entre 0 et 1,5, entre 1,5 exclu et 1 inclus, quand on l'arrondit ça va faire 1 et on va s'arrêter. Et ici on a 2 fois plus, donc c'est un nombre qui va être compris entre 1 et 2, et donc on ne va pas s'arrêter là, on va s'arrêter là au même moment. Et le fait de dire si c'est vrai là, ça se propage, ça porte un mot très savant, mais que j'ai entendu, donc vous pouvez le répéter. C'est une récurrence, mais bien avant de connaître le mot récurrence, eh bien, les mathématiciens savaient dire que c'est une propriété qui se propage, et donc si elle est vraie au début, elle doit être vraie tout le temps, ou quelque chose comme ça. Le mot récurrence est relativement rassurant. Donc qu'est-ce que ça veut dire que 4 est le nombre qui est juste au-dessus de 3,25? Ça veut dire que 4 est supérieur à 3,25, mais il ne faut pas qu'il soit trop supérieur, il faut qu'il reste plus petit que 3,25 plus 1. D'accord? Donc ça, là, ce que j'ai écrit ici, c'est une manière très savante de dire que quand j'arrondis ce nombre à l'entier supérieur, eh bien j'obtiens 4. Et vous voyez que ici, j'ai mis E inférieur ou égal ici et non là, et c'est ça qui distingue de la partie entière plus. C'est pas grave. Bien, alors maintenant, si je veux essayer de savoir, en supposant que la propriété est vraie là, comment s'assurer qu'elle est vraie ici? Eh bien, à partir de cette relation entre 3,25 et 4, ce que je peux faire, c'est diviser par 2 partout. Et donc c'est ce que j'obtiens ici. J'obtiens 1,625, qui est le nombre qui est ici. Okay, et là j'obtiens 2, qui est le nombre qui est là. Et là j'obtiens 1,625, non pas plus 1, 2, 1, 1. Parce que j'ai divisé ce 1 aussi par 2, mais plus 1, 2. Voilà, et ce que je voulais c'était ça. Et voilà, et c'est juste que ici j'ai une borne plus lâche, donc si c'est plus petit que ça, a fortiori c'est plus petit que ça. Et qu'est-ce qui se serait passé si j'avais un nombre impair? Mettons qu'on est ici, là, mettons que j'ai 7. Ici j'ai un nombre impair, quand je divise par 2, je vais avoir ici 3,5. Alors comment est-ce que je fais pour arriver à 4? On ajoute 0,5 des deux côtés. Et à ce moment-là, ici 0,5 plus 0,5 ça ferait 1, et puis là j'aurais une borne trop stricte, mais c'est pas grave, parce que je pourrais dire, puisque c'est plus grand que le nombre plus 1,5, c'est a fortiori plus grand que le nombre. Et donc vous avez montré qu'à chaque fois, le nombre qui se trouve ici est l'arrondi supérieur du nombre qui se trouve là, et donc nécessairement les deux méthodes donnent exactement le même résultat. Et ça, vous êtes sûr que c'est pas pour tous les nombres, les petits nombres, les grands nombres, les nombres pairs, les nombres impairs, etc. On a vu tous les cas. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, que les gens qui ne font pas de mathématiques ne comprennent pas. C'est qu'on est capable d'être sûr que cette propriété est vraie pour tous les nombres qui se trouvent là. Et alors, qu'est-ce que les gens qui ne comprennent pas les mathématiques nous disent? Ils nous disent non, vous ne pouvez pas être sûr. Parce que vous l'avez vérifié sur 26, vous pouvez le vérifier sur 27, vous pouvez le vérifier sur 28, mais vous ne l'aurez jamais vérifié pour tous les nombres. Donc il se peut toujours que quelqu'un vienne avec un nombre qui soit un contre-exemple. Mais en fait, non. Quand on a une démonstration, ce n'est pas la même chose que d'avoir vérifié que la propriété est vraie pour un nombre fini de nombres. On a vérifié ça simultanément sur tous les nombres. Et ça, c'est ça qui distingue les mathématiques de connaissances plus empiriques qu'on peut avoir, où on fait un nombre fini de tests. Bien, eh bien, je vous avais promis qu'on allait parler du logarithme. Et le logarithme d'un nombre, c'est le nombre de fois qu'il faut le diviser par 2 jusqu'à obtenir un nombre inférieur ou égal à 1.
Et alors c'est là où ceux qui parmi vous connaissent déjà, alors ceux qui ne connaissaient pas le mot logarithme avant de venir, je vous ai donné une définition, vous n'avez aucune raison de la rejeter, enfin vous pouvez la rejeter si vous voulez, je ne veux pas de cette définition, mais vous n'avez aucune raison objective de dire mais non c'est pas ça le logarithme. En revanche, si vous connaissiez déjà le logarithme, ben, vous pouvez dire non, non c'est pas tout à fait ça. Il y a peut-être des liens, mais c'est pas tout à fait ça. Et alors pour ça j'ai rajouté deux adjectifs, c'est le logarithme binaire et entier. Et là vous commencez à voir quelque chose qui est très fréquent en mathématiques et qui est encore plus vrai dans les mathématiques que vous ferez à l'université, dans les mathématiques que vous ferez en recherche, si vous faites de la recherche en mathématiques, que dans les mathématiques que vous voyez au lycée, c'est qu'il n'y a jamais un concept qui existe par lui-même tout seul au milieu de nulle part. Il est toujours entouré d'autres concepts et on les distingue dans le bouquet de concepts. Là, il y a le logarithme binaire entier, il y a le logarithme népérien entier, il y a le logarithme népérien pas entier. Donc on les distingue par des adjectifs. Donc ça c'est notre premier logarithme. Et c'est le logarithme binaire entier du nombre n. Et c'est mon logarithme préféré, parce que c'est celui qui est le plus simple à définir. Vous pouvez expliquer le logarithme à un enfant de 5 ans. Dès qu'il sait faire une division, vous voyez qu'il faut itérer les divisions, enfin, il faut répéter les divisions, les compter le nombre de fois qu'on divise, et on s'arrête quand on a un nombre plus petit que 1. Et alors, le mot logarithme a un mot qui vient du grec, et il vient de deux mots, du mot logos, qui veut dire plein de choses en grec, mais en particulier qui veut dire rapport, et du mot arithmos, qui veut dire nombre. Et il n'a rien à voir avec le mot algorithme, qui lui est un mot qui vient de l'arabe, qui vient du nom d'un mathématicien qui s'appelait Al-Khwarizmi. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui utilisent le mot logarithme pour algorithme et vice-versa, mais non seulement c'est pas le même concept, mais c'est même des mots qui viennent de l'univers culturel tout à fait différent. Bien, un autre exercice. Quel est le logarithme binaire entier de 2 puissance 347 347, donc vous le divisez dans votre tête, ça fait 2 puissance 346, 2 puissance 345, etc. Et à un moment, vous allez tomber pile sur 1. Et donc là, vous voyez déjà, je vous avais entendu discuter un tout petit peu de la notion de fonction réciproque. Vous voyez qu'il y a un lien entre le logarithme et la fonction 2 puissance quelque chose, puisque si vous prenez le logarithme de puissance n, vous retombez sur n. Alors, on ne l'a pas encore vu pour n quelconque, mais vous avez compris que l'argument ici, s'il marche pour 347, ce n'est pas en vertu d'une propriété particulière du nombre 347. Le raisonnement que vous avez fait pourrait marcher pour n'importe quel nombre. Bien, alors les mathématiques, ça sert à quelque chose. Et le logarithme nous sert par exemple à utiliser ce type de balance. Et ce type de balance, ça s'appelle une balance du nom de son inventeur, qui était aussi un grand mathématicien. Et vous voyez qu'à cette époque, on pouvait à la fois inventer des balances et faire des théorèmes mathématiques. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut se spécialiser dans la balance ou dans le théorème. C'est dur de faire les deux métiers. Et donc, l'inventeur de cette balance, donc c'est un mathématicien et ingénieur qui s'appelle Gilles de Roberval. Donc ça s'appelle la balance Roberval. Vous avez déjà vu une balance Roberval dans la vie? Oui. Une balance comme ça à deux plateaux? Oui. Et voilà, vous êtes des dinosaures parce que vos enfants, vraisemblablement, n'en auront jamais vu. Donc si à votre tour, un jour, vous êtes invité au lycée pour faire cette conférence, on va trouver un autre exemple parce que les gens vous diront par exemple, si vous avez vu une disquette dans votre vie, ah, incroyable, bon, c'est pareil, la balance Roberval, c'est la disquette de la balance, c'est en train de disparaître. Mais cependant, il se pose un problème si vous mettez un objet sur le plateau d'une balance et que vous n'avez que des petites maslottes qui font 1 gramme chacune, et vous en avez 1000, et vous essayez de peser l'objet. Eh bien, il y a une manière de faire qui consiste à d'abord mettre l'objet sur la balance, et puis rien sur votre plateau. Et puis, si jamais l'objet fait 0 g, eh bien la balance va s'équilibrer. Bon, il y a assez peu d'objets qui font 0 g, donc on va essayer de mettre 1 g, une mascotte de 1 g. Puis si la balance s'équilibre, on s'arrête. Puis si la balance ne s'équilibre pas, on met 2 objets, puis 3 objets, puis, enfin 2 mascottes, puis 3 mascottes, puis 4 mascottes, jusqu'à ce que la balance s'équilibre. Et donc, quel est le nombre de pesées qu'on doit faire dans le pire des cas? 1000 ou 1001 pesées, donc vous décidez 0 g, 1 g, 1000 g. Voilà, et si l'objet fait exactement 1 kg, eh bien, il y a besoin de 1001 pesées. Et donc, si vous êtes déjà allé au marché, par exemple, alors déjà, ce cas est un petit peu idéalisé, puisque au marché, il est rare qu'ils aient 1000 maslottes de 1 g. Ils ont en général des maslottes de 250 g et des maslottes de 500 g, etc. Mais vous allez voir pourquoi.
Mais cependant, en mathématiques, on n'aime pas les problèmes compliqués. Et donc quand on doit aborder un problème compliqué, comme par exemple le problème de la pesée, on essaie toujours de le simplifier, et une manière de le simplifier ici, c'est de supposer qu'on va mettre sur l'autre plateau uniquement des mass loads de 1 gramme. Et ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, on a du mal à transmettre aux étudiants, puisque même les étudiants que j'ai eus en licence ou en master, et après, quand ils commencent une thèse, ils surestiment leur capacité. C'est-à-dire que je leur donne un problème extrêmement compliqué, et ils essaient toujours de le résoudre. Alors je leur dis, bah non, si tu pouvais le résoudre, je pourrais le résoudre aussi, donc je ne te l'aurais pas donné. Donc la chose qu'il faut faire, la première chose qu'il faut faire pour aborder un problème, c'est d'essayer de le simplifier, de faire un exemple, et puis après, tout d'un coup, une fois qu'on a résolu le cas simple, parfois le cas compliqué, le cas plus complexe, la solution apparaît de manière miraculeuse, parfois non, et puis il faut encore travailler pour complexifier la solution. Mais vous ne pouvez pas résoudre un problème mathématique en général du premier coup, comme ça, il faut faire des cas particuliers. Donc là, c'est un cas un peu idéal, et en mathématiques, on aime bien les cas idéaux. Bien, donc la question c'est, dans cette configuration un peu, qui est une expérience de pensée où vous avez 1000 mass loads de 1 gramme, comment faire pour faire moins de pesée? Voilà, la bonne idée, c'est de mettre 500. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des mass loads de 500 pour vous aider. Donc vous essayez 500 grammes, et puis il y a deux possibilités. Ou bien la balance penche à gauche, ou bien la balance penche à droite. Et si la balance penche à gauche, c'est-à-dire que l'objet est plus lourd que 500, eh bien vous pouvez essayer de mettre 750. Bravo. Je vois que vous êtes des experts de la pesée avec une balance Roberval. Donc on essaye 250. Alors si c'est trop, on essaye 250. Sinon on essaye 750. Et combien ça demande de peser, ça? Dans le pire des cas? Voilà, exactement. Donc au départ, on a la masse, on cherche la masse parmi ces valeurs possibles, 0, 1, 1000, etc. Puis on fait une pesée avec 500 mass loads, et par exemple, on se ramène à l'idée que la masse maintenant est comprise entre 501 jusqu'à 1000. Puis on pèse avec 750 grammes, et donc on se retrouve avec l'idée que la masse est comprise entre 501 et 749. Et là, je vais un tout petit peu simplifier le problème, puisque vous voyez qu'il y a 1001 nombres ici. Bon, mais je vais vous faire croire qu'il y en a 1000. Et puis ici, vous voyez que j'ai enlevé le 500, et ça commence à 501, donc il y en a exactement 500, donc on va dire qu'en gros c'est 500. Et ici, je crois qu'il y en a 249, parce que... Oui, comme j'ai pesé à 750 grammes et que c'était plus petit, j'ai pas repris 750, mais vous voyez que quand on a un certain nombre de valeurs, on prend la valeur médiane, puis on en enlève une, et puis le reste, n-1 sur 2, sauf que ça peut être n sur 2 quand n est pair. Bon, mais ok, peu importe. On va oublier cette masse, ce cas particulier, après tout, sur 1000 masses, qu'est-ce que c'est 1? Et donc on va dire qu'au début on a 1000, puis 500, puis 250, etc. Et donc à chaque étape, on divise par 2 le nombre de valeurs possibles. Et donc en combien d'étapes, en partant de 1000, on va arriver à un nombre inférieur à 1. 10, qui dit Dieu. Alors voilà, sur 1000, 8 ça fait 500, 250, 125... Non, c'est trop pour 10, je ne vais pas y arriver. 10, bravo, voilà, donc 10. Voilà, donc c'est là. Ici, j'ai arrondi par excès, enfin j'aurais pu utiliser l'autre méthode, donc je sais qu'elles sont équivalentes. Donc ça fait 1500, 250, 125, 63, là, 32, puis après on retrouve nos copains 32, 16, 8, etc. Et là ça va vite, et vous comptez le nombre de flèches, il y en a 10. Donc le logarithme du nombre de mass loads, le nombre de mass loads c'est 1000, et le logarithme c'est 10, et donc le nombre de pesées c'est 10. Et ce qui est plus rapide que 1000, si vous allez au marché, vous êtes content que ça se fasse en 10 pesées plutôt qu'en 1000 pesées. Alors, comme je vous le disais, il n'y a plus beaucoup de balance Roberval. Le nombre Roberval associé à une balance est en train de disparaître, alors que au début du XXe siècle, un enfant de CE2 connaissait le nom de la balance Roberval. Mais aujourd'hui, vous connaissez le nom d'autres appareils, comme par exemple les balances électroniques, ou les appareils photo numériques, ou les micros numériques. Et ils fonctionnent exactement selon ce même principe, qui est le principe de base de la conversion analogique numérique.
La conversion analogique numérique, c'est que vous avez une grandeur analogique, comme une masse, ou une tension, ou une luminosité, ou n'importe quoi. Et puis vous voulez la numériser, c'est-à-dire trouver un nombre qui la mesure. Et en fait, la seule chose que fait un appareil photo, ou un microphone, ou quelque chose comme ça, c'est de pouvoir comparer l'intensité lumineuse, l'intensité sonore, les masses, etc., de deux objets. Et c'est comme ça qu'en comparant avec successivement 500, 250, etc., ces appareils fonctionnent. Et ça, c'est quelque chose qui est important de comprendre. C'est que, alors cette méthode qui consiste à couper en deux, couper en deux, couper en deux, comment elle s'appelle? La dichotomie, d'accord? Donc, dicho 2 et tomie couper. Donc, dichotomie, ça veut juste dire couper en deux. Et cette méthode de recherche par dichotomie, eh bien, elle existait à l'époque de la balance von Herlel, et elle existe encore à l'époque de la balance électronique. Et donc, il y a une transformation des objets techniques, mais il y a une permanence des principes algorithmiques qui sont derrière. La dichotomie, ça, c'est une méthode universelle. Voilà un autre exemple de recherche dichotomique. Si vous cherchez un mot dans un dictionnaire, par exemple le mot zitum, qui est une sorte de bière, Z-Y-T-H-U-M. On a le droit d'en parler de bière? Bon, c'est vendredi soir, bon ça va alors. Donc, on cherche le mot zitum. Vous pouvez chercher le mot, d'ailleurs, le mot zitum ne se boit pas, donc vous n'êtes pas obligé de boire de la bière parce que vous allez chercher le mot bière. Et donc, vous pouvez ouvrir le 1 million de mots, c'est un livre. C'est plutôt un gros livre d'ailleurs. Bon, enfin bon, ce qui compte ici, c'est les ordres de grandeur. 1 milliard de mots, donc c'est 1000 livres, c'est peut-être ce qu'il y a dans la bibliothèque du lycée. Donc j'espère que le bibliothécaire du lycée ou le bibliothécaire du lycée n'est pas là, parce que chaque fois que je dis ça, le bibliothécaire va me voir à la fin, il me dit c'est un scandale, on a 3000 livres, etc. Mais c'est pas le nombre exact qui m'intéresse, c'est l'ordre de grandeur. Et en revanche, alors, je ne sais jamais lire les grands nombres, 1000 milliards de mots, c'est-à-dire 1 million de volumes, c'est la taille de la Bibliothèque nationale. La Bibliothèque nationale, il y a en fait 14 millions de volumes. Bon, mais c'est l'ordre de grandeur qui compte. Hein. Donc vous voyez, on passe ici, en multipliant de 1000 en 1000, d'un mot à une page, d'une page à un livre, du livre à la petite bibliothèque, et de la petite bibliothèque à la grosse bibliothèque. Bien, calculons les logarithmes de ces nombres. Alors, combien de fois il faut diviser 1 par 1 pour obtenir 1? 1, ça marche, mais 0 marche aussi. Si vous divisez 0 fois 1 par... Pardon, excusez-moi. Ma question était fausse. Non, je n'ai pas dit diviser par 0. J'ai dit diviser par 0? Bon. Non, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il faut quand même que nous restions amis. Je n'ai pas dit on divise par 0. J'ai dit on divise 1 par 1, c'était déjà une erreur. Je voulais dire on divise 1 par 2. Et combien de fois il faut diviser 1 par 2 pour obtenir un nombre plus petit que 1? Eh bien, 0 fois suffit. D'accord? Puisque quand vous divisez 0 fois, vous obtenez 1, c'est déjà plus petit que 1. Donc le logarithme de 1, c'est 0. Le logarithme de 10, c'est... Non, on l'a vu tout à l'heure. Pardon, le logarithme de 1000, c'est 10, bravo. Et le logarithme de 1 million. Bon, je l'ai calculé pour vous. Le logarithme de 1, c'est 0. Le logarithme de 10, c'est... de 1000, c'est 10. Le logarithme de 1 million, c'est 20. Le logarithme de 1 milliard, c'est 30. Et le logarithme de 1000 milliards, c'est 40. Ah, il y a une petite régularité qui apparaît. Et ça sera ce qu'on va discuter juste après. OK? Mais terminons ici. Croyez-moi, ou refaites le calcul si vous ne me croyez pas, mais n'essayez pas d'expliquer la régularité, elle viendra tout de suite après. En fait, je vous donne un très mauvais conseil. Si vous avez envie d'expliquer la régularité, réfléchissez-y, arrêtez d'écouter, et puis c'est plus important de penser par vous-même que de m'écouter. Bien, donc ici, supposez qu'il me faille 0,1 seconde pour chercher un mot dans une page. D'accord? J'ai écrit un logiciel qui marche par dichotomie et qui cherche un mot dans une page. Et il met 0,1 seconde. Combien de temps il va prendre pour chercher un mot dans un livre? 0,2 secondes. Dans la bibliothèque du lycée et dans la bibliothèque nationale. Donc vous voyez que vous pouvez faire 1000 bibliothèques nationales, ça ne fera jamais que 0,5 secondes. Et ça, bien sûr, n'oubliez pas qu'il faut que les mots soient par ordre alphabétique. Ah oui,
Et dans la Bibliothèque nationale, les mots ne sont pas vraiment par ordre alphabétique. Donc il faut commencer par prendre la Bibliothèque nationale. Vous prenez les 14 millions de volumes. Chaque volume contient à peu près 1 million de mots. Donc vous avez 14, enfin disons 10 milliards de... Non, pardon, 1000 milliards de mots. Et il faut les classer par ordre alphabétique. Pour ensuite, quand vous faites une recherche, savoir dans quel livre ils apparaissent. Mais pourquoi c'est pas si grave ? Ouais, ok, mais le logiciel, il va prendre du temps. À chaque fois que vous faites votre requête, il faut commencer par classer tous les mots de la Bibliothèque nationale. Voilà. Ça, on va le faire une fois. On va faire une fois le classement des mots de la bibliothèque dans l'ordre alphabétique. Et après, à chaque fois qu'on va chercher un mot, eh bien, ça prendra un 4/10 de seconde. Voilà, et donc ça vous explique comment marche un moteur de recherche. Le moteur de recherche met énormément de temps à indexer le web. Donc ça, c'est du temps que vous ne voyez pas, parce que le web est indexé même si vous ne faites pas de requête. Mais à chaque fois que vous faites une requête, eh bien, vous avez un temps qui est en dessous de la seconde. Et mettons que dans les 10 ans à venir, le nombre de pages web va être multiplié par 1000. J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Eh bien, en 10 ans, le temps d'une requête va prendre 1/10 de seconde de plus. Et même s'il était multiplié par 1 million, on resterait encore en dessous de la seconde. Vous voyez que le logarithme qui va très très doucement, qui est toujours un tout petit nombre, eh bien c'est ça qui explique qu'une fois qu'on a trié les données, même si ça coûte très cher, eh bien chaque requête est extrêmement rapide. Et vous voyez qu'un moteur de recherche trie les données une fois, et puis il y a plusieurs requêtes qui sont faites à un moteur de recherche. Vous voyez, chaque jour, il y a plusieurs personnes qui font une recherche sur Google, dans le monde. Donc le temps de tri des données, il est amorti si vous avez beaucoup de requêtes. Si vous avez 2 requêtes, non, c'est pas la peine. Mais si vous avez beaucoup de requêtes, à ce moment-là, le temps est amorti. Alors ça, c'est le transparent un peu triste de l'exposé. C'est tous ceux dont je n'aurai pas le temps de vous parler. Donc, la longueur des nombres, c'est aussi lié au logarithme. Hein, le nombre de chiffres d'un nombre, c'est son logarithme. Alors, je ne vous parlerai pas des arbitraires, je vous parlerai juste un peu de la propagation des épidémies. Vous voyez que si vous avez une personne qui est malade et qui contamine 2 personnes, chacune de ces 2 personnes, on contamine 2, puis on contamine 2, puis on contamine 2. Combien il faut d'étapes pour arriver à contaminer une population de 1 million de personnes? Log de 1 million, et donc ça fait 20. Et donc vous voyez que les épidémies, ça se propage extrêmement vite, parce qu'il y a besoin d'un tout petit nombre d'étapes de contamination. Et donc, voilà, faites attention à ne pas être contaminé ou contaminé. L'hypothèse du petit monde, vous savez ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que, voilà, depuis ce soir, nous nous connaissons, mais tu connais certainement quelqu'un d'autre. Donc, comme nous nous sommes serrés la main, on va se serrer la main comme ça. Comme nous nous sommes serrés la main, et nous avons un degré 1. Alors, j'ai d'abord un degré 0 avec moi-même. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Nous avons un degré 1, et maintenant, toutes les personnes à qui tu as serré la main dans ta vie, j'ai un degré 2 avec elles. Puis, toutes les personnes à qui elles ont serré la main, j'ai un degré 3 avec elles. Et toutes les personnes à qui elles ont serré la main, il y a un degré 4. Et alors, quel est le degré du monde? 7. Ouais, je ne sais pas d'où vous sortez 7, c'est 6. Bon, peu importe. 6 ou 7, c'est pareil. Et ça a été mesuré par un psychologue américain qui s'appelle Milgram, qui a demandé à des personnes d'écrire à tous leurs amis, puis d'écrire à tous leurs amis, puis d'écrire à tous leurs amis. Et il a mesuré comme ça combien d'étapes il y avait entre le moment où la première personne à New York a été prévenue, alors qu'on était parti de Los Angeles ou un truc comme ça. Donc il a fait ça avec des lettres. Et maintenant, vous pouvez le refaire avec un réseau social, comme par exemple Facebook. Et là, en fait, on est passé de 6 à 4, oui, 3 ou 4. Ouais, donc les ordres de grandeur sont les mêmes. Et ça explique quelque chose de très utile, non pas sur la propagation des épidémies, puisque les épidémies passent assez mal par les réseaux sociaux, mais quelles sont les maladies qui passent par les réseaux sociaux?
voilà, les bobards, qu'on appelle aussi les fake news. Donc vous voyez qu'il suffit que chacun relaie une fake news, un bobard, et en 3 étapes, c'est-à-dire 3 secondes en gros, la Terre entière est au courant de ce bobard. Donc méfiez-vous des épidémies, méfiez-vous des fake news aussi. Ça, c'est l'échelle des tremblements de terre. Donc faites attention, quand on vous dit qu'il y a un tremblement de terre qui est 6 sur l'échelle de Richter, puis le lendemain, il y en a un autre qui est 7 sur l'échelle de Richter, c'est le logarithme de la puissance. Ce n'est pas la puissance qu'on vous donne. C'est-à-dire que le tremblement de terre à 7, il a dégagé une puissance qui est 10 fois plus grande que celui qui est à 6. Oui, alors effectivement. Là, je vous ai parlé de logarithme binaire, ça veut dire à chaque fois on divise par 2, mais vous pouvez remplacer 2 par le nombre que vous voulez, et donc si vous mettez 10, c'est le logarithme décimal. Bien, ça c'est les décibels, et vous voyez que c'est exactement la même courbe qui se trouve ici. Et donc un son qui est à 1 bel, eh bien quand vous passez un son à 2 bel, donc alors mettons c'est à 50 décibels et vous passez à 60 décibels, vous avez augmenté de 1 bel, de 10 décibels, et ça c'est-à-dire que la puissance sonore a été multipliée par 10. Vous voyez? Donc faites attention, ces échelles sont trompeuses. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi de définir l'intensité sonore comme le logarithme de la puissance? Eh bien parce que notre corps est sensible au logarithme des perceptions. Vous voyez? Donc ça c'est aussi quelque chose qui nous aide à survivre. C'est que si vous prenez un coup de marteau, ça fait mal. Si vous prenez un coup de marteau qui est 10 fois plus fort, ça fait un peu plus mal. Si vous prenez un coup de marteau qui est 100 fois plus fort, ben ça fait encore un peu plus mal. Vous voyez, et donc notre résistance au coup de marteau vient du fait que notre sensation est logarithmique. Bien. Et donc c'est la même chose avec la hauteur des notes, et on pourrait parler de la gamme de Bach ici, mais ça serait long. Bien, on va arriver à l'avant-dernière partie après je vous parlerai un peu d'histoire, mais ça sera rapide. Mais on va passer à la partie la plus mathématique de l'exposé, qui va nous introduire des logarithmes qui sont des nombres à virgule. Donc jusqu'ici, le logarithme, on l'a défini comme le nombre de fois qu'il fallait diviser un nombre. Et donc ça, c'est forcément un nombre entier. Le logarithme d'un nombre, c'est 10, c'est 12, c'est 8, c'est 2, mais ça ne peut pas être 3,7. Et là, on va voir qu'on a besoin d'étendre la définition qu'on a avec des nombres à virgule. Et pourquoi est-ce qu'on a envie de changer de définition? C'est une question très abstraite que je vous pose. Oubliez les logarithmes. Je vous donne une définition, et à un moment, j'ai envie de vous dire on va changer de définition. Quelle serait l'attitude raisonnable de votre part? Voilà, dire pourquoi? Est-ce qu'on est dans l'à peu près? Donc, vous devez me poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas avec les logarithmes que nous avons aujourd'hui? Et c'est comme ça qu'on progresse dans la construction d'un concept mathématique. On part d'un concept, il marchote, puis tout d'un coup on se dit il y a un truc qui ne va pas avec ce concept, et on veut un autre concept qui est mieux. Et donc voilà ce qui ne va pas avec le concept de logarithme tel que nous l'avons. Alors d'abord un autre petit exercice. Le logarithme de 15, c'est 4. Vous voyez ça? Le logarithme de 6, c'est 3. Et maintenant, si je multiplie 15 par 6, ça fait 90. Et le logarithme de 90, c'est 7. Et là, vous vous dites, tiens, ça fait 4 plus 3. Et ça, est-ce que c'est toujours vrai? Oui. Alors, voilà pourquoi c'est toujours vrai. Parce que quand vous avez un nombre x fois y et que vous voulez le diviser par 2, eh bien, vous avez deux méthodes pour le faire. Vous pouvez diviser x par 2, ou alors diviser y par 2. Et voilà comment je calcule le logarithme de 15 fois 6. Oubliez le fois 6, là, je l'ai mis en tout petit pour vous montrer qu'il n'était pas important. Et je vais diviser d'abord 15 par 2. Vous êtes d'accord que si je divise 15 par 2, ce que j'aurai ici, c'est 15 fois 6 divisé par 2. D'accord? C'est ce que je vous ai écrit là. Ça. Bien, donc ici, je vais faire les 1, 2, 3, 4 étapes du logarithme de 15. Donc là, je vais avoir 15 fois 6, 7,5 fois 6, 3,75 fois 6, 1,25
875 fois 6 est 0,9375 fois 6. Et ça, j'ai juste rajouté fois 6 au calcul du logarithme de 15 qui était là. Il était là. Pardon, je suis perdu. Hop. Il était là. Ici. Et là, j'ai juste multiplié par 6 toutes les étapes. Et je suis là. Et maintenant, je vais mettre ce 0,9375 en petit, et je vais commencer à diviser le 6. Et là, je suis les étapes du calcul du logarithme de 6. Donc j'ai 6, 3, 1,5, 0,75. Et vous voyez qu'ici, j'arrive à un nombre qui est plus petit que 1, puisque le nombre bleu et le nombre rouge sont tous les deux plus petits que 1. Et le nombre d'étapes que j'ai, eh bien, c'est 4 qui était le nombre d'étapes du calcul du logarithme de 15, plus 3, qui est le nombre d'étapes du calcul du logarithme de 6. Mais, comment vous pouvez s'assurer, bon là on le voit, et que l'étape juste avant n'était pas tout petit? eh bien oui, vous voyez qu'ici, j'ai deux nombres qui sont compris entre 1,5 et 1. Donc quand je les multiplie, j'obtiens un nombre qui est compris entre 1 quart et 1. Donc il est bien plus petit que 1, tout va bien. Mais ici, j'ai un nombre qui est compris entre 1,5 et 1, et un nombre qui est compris entre 1 et 2. Et donc il se pourrait que ce nombre-là soit déjà plus petit que 1, et donc que je doive m'arrêter avant, une étape avant. Et de fait, cette catastrophe se produit parfois. Si vous prenez le logarithme de 17, c'est 5. Si vous prenez le logarithme de 9, c'est 4. Quand vous multipliez 17 par 9, ça fait un nombre, et quand vous prenez son logarithme, ça ne fait pas 9, 5 plus 4, mais ça fait 8, 5 plus 4, moins 1. Et donc voilà la loi générale à laquelle nous aboutissons, qui est que le logarithme de a fois b, c'est le logarithme de a plus le logarithme de b, ou alors, c'est le logarithme de a plus le logarithme de b moins 1. Et en quoi c'est un problème, ça? Eh bien, déjà, on ne sait pas dans quel cas on est, et c'est moche. Vous voyez, un de mes profs disait, la définition est fausse. Mais alors, il est fausse, pas par opposition à vrai, mais fausse, comme on dit, une fausse note. C'est-à-dire, il y a une harmonie dans cette première ligne, et il y a ici un manque d'harmonie avec ce moins 1 qui nous embête. Et donc, c'est ça le problème qu'on essaye de résoudre, et c'est pour ça qu'on va être amené à donner une deuxième définition du logarithme. Et c'est ça la question qui se pose, et ça c'est une question qui, dans la démarche mathématique, c'est la question qu'on se pose tout le temps. Est-ce qu'on peut changer un peu la définition de manière à avoir toujours la belle propriété harmonieuse des nombres? Alors oui, on peut, mais cela demande maintenant de définir le logarithme, non pas comme un nombre entier, mais comme un nombre à virgule. Alors, pour juste vous donner un peu une intuition de ce qu'on va faire, vous voyez que le logarithme de 8 et de 16, c'est 3 et 4, et que vous voyez les calculs qui là sont tout le temps, les divisions tombent tout le temps justes. Et en revanche, quand on a pris le logarithme de 9, qui se trouve entre 8 et 16, eh bien on trouve 4, exactement comme pour 16. Sauf qu'ici, on a un nombre qui est très petit par rapport à 1, on est presque à 1,5. Bah oui, parce qu'on n'était pas loin du 8, en fait. Ici, on avait presque gagné, mais pas vraiment tout à fait. Et l'idée qui nous guide, ici, c'est que le logarithme de 9, il devrait non pas être 4, mais être un peu plus que 3. Il devrait être compris entre 3 et 4, et il ne devrait pas être trop loin de 3, puisque 9 n'est pas trop loin de 8, et en tout cas, il est beaucoup plus proche de 8 que de 16. Et alors voici une deuxième définition du logarithme, et faites attention parce que maintenant je vais vous utiliser le mot logarithme aussi bien dans sa deuxième définition que dans sa première définition. Donc j'aurais dû mettre un en rouge, l'autre en vert ou un truc comme ça, mais bon, je pense que vous pouvez comprendre ce que je dis à chaque minute. Regardez ce qui se passe si je calcule le logarithme de 9 fois 9 fois 9 fois 9 fois 9 10 fois. Donc ça c'est 9 à la puissance 10. Si je calcule le logarithme de 9 à la puissance 10, j'ai calculé pour vous 9 à la puissance 10, ça fait ce nombre qui a l'air d'être 3 milliards 4... ok, c'est ce qui est marqué là. Hein. Et j'ai calculé son logarithme et ça fait 32. Maintenant, si vous voulez que le logarithme vérifie la propriété que nous avons, vous voyez que ce qui est en haut, ça doit faire logarithme de 9 plus logarithme de 9 plus logarithme de 9 plus logarithme de 9. En fait, aujourd'hui, avec la définition que nous avons du logarithme, ça fait logarithme de 9 plus logarithme de 9 plus logarithme de 9 10 fois.
Mais à chaque fois, je peux enlever 1 ou pas. Donc je vais obtenir 40, mais peut-être un peu moins, parce que de temps en temps, je vais enlever 1. Vous voyez, c'est ça qui est très moche. Mais on se dit, si on a un logarithme parfait et harmonieux, ben, ce qu'on devrait avoir en haut, c'est 10 fois le logarithme de 9. Et donc ça veut dire que pour le logarithme de 9, on devrait prendre 3,2. Donc non pas 3, mais non pas 4, mais 3,2. Et puis pareil, le logarithme de 17, ça devrait être 4,1. Et donc le logarithme de 9 fois 17, ben là, il s'avère que ça tombe juste et ça fait 7,3. Vous voyez, j'ai résolu mon problème, mais uniquement pour cet exemple. Parce que si vous regardez ce que vous pouvez déduire de cette définition du logarithme, je vais vous la redonner. Vous prenez le nombre, vous l'élevez à la puissance 10, vous prenez son logarithme au sens qu'on a donné, le premier sens qu'on a donné, et vous divisez par 10. Et ça vous donne un nombre après la virgule. Un chiffre après la virgule. Et donc, en fait, la propriété que vous obtenez ici, c'est que le logarithme, dans cette nouvelle définition de a fois b, c'est le logarithme de a plus le logarithme de b, ou le logarithme de a plus le logarithme de b moins 0,1. Eh bien oui, le moins 1, il est toujours là, mais il a été divisé par 10. Alors, est-ce qu'on a progressé? Ben, un peu, mais on n'est pas au bout. On n'est pas au bout parce que ce qu'on voulait, c'était avoir exactement ça. Donc, ce qu'on peut faire, c'est... Voilà, donc on va élever à la puissance 100, puis diviser par 100. Et dans ce cas-là, on obtiendra le logarithme de a plus le logarithme de b, ou le logarithme de a plus le logarithme de b moins 1 centième. Puis on va dire, bah, c'est pas assez, on va élever à la puissance 1000, etc. Et si on répète ce processus, on obtiendra 2 chiffres après la virgule, 3 chiffres après la virgule, 4 chiffres après la virgule. Et il faudra qu'on le répète une infinité de fois pour définir le vrai logarithme qui va enfin être un nombre avec potentiellement une infinité de décimales. Et pour ce logarithme-là, eh bien, on aura exactement cette propriété-là tout le temps. Vous voyez, puisque l'erreur va petit à petit passer en dessous de 1 dixième, 1 centième, etc. Et là, si ceux qui sont en terminale, il y a un mot là qui... Pop, c'est le mot limite qui doit apparaître dans votre tête. Et s'il n'apparaît pas, c'est pas grave, il apparaîtra un autre jour. Bien, en fait, vous pouvez faire la même chose avec la fonction puissance. Et vous savez, vous avez dû apprendre ça en 5e, que 2 puissance n fois 2 puissance p, c'est 2 puissance n plus p. Mais ici, n et p, ce sont tout le temps des nombres entiers. Et vous pouvez vous dire, est-ce qu'on peut... alors là, c'est un peu plus gratuit, parce que la fonction 2 puissance n, il n'y a pas de problème, comme ce qu'on a vu pour le logarithme. Mais la fonction ici, vous pouvez vous dire, est-ce que je pourrais avoir la même chose, mais avec n et p, qui sont des nombres pas forcément entiers? Par exemple, est-ce que je pourrais dire, qu'est-ce que c'est que 2? Je pourrais poser la question, qu'est-ce que c'est que 2 à la puissance 1,5? Alors pourquoi c'est racine de 2? Parce que si je prends mes désirs pour les réalités, eh bien forcément, 2 à la puissance racine de 2 fois 2 à la puissance racine de 2, ça doit faire 2 à la puissance 1,5 fois 2 à la puissance 1,5, ça doit faire 2 à la puissance 1,5 plus 1,5, c'est-à-dire 2. Et l'unique nombre qui, quand on le multiplie par lui-même, fait 2, ben c'est racine de 2. Et donc c'est pour ça que le simple fait de vouloir avoir cette loi universelle, y compris quand n et p ne sont pas des nombres entiers, nous mène à prendre 2 à la puissance 1,5 égale racine de 2. Pour 2 à la puissance 1 tiers, racine cubique, et pour 2 à la puissance 4 tiers, alors c'est racine cubique de 2 à la puissance 4. Et 2 à la puissance 3,1. Voilà, c'est racine dixième de 2 à la puissance 31. Et puis alors celui-là, et bien ça, vous savez calculer ça, vous savez calculer ça, vous savez calculer ça, vous savez calculer ça, et de proche en proche, vous allez comprendre ce qu'est 2 à la puissance pi. Et en ayant ainsi généralisé... Alors ça, c'est ce qu'on appelle la fonction exponentielle. Et là, je devrais dire la fonction exponentielle binaire, c'est-à-dire c'est 2 puissance x. Et avec cette fonction exponentielle et la fonction logarithme, nous obtenons exactement ça. Que le logarithme de 2 à la puissance x, c'est toujours x, quel que soit le nombre x, qui soit entier. Dans le cas où il était entier, vous l'aviez trouvé tout au début avec 2 à la puissance 347. Mais c'est vrai qu'il soit entier ou non.
Et ça, c'est une des motivations pour généraliser la fonction de puissance n au cas où x n'est pas entier. Alors, cela dit, il y a toujours une personne qui me dit, mais comment est-ce qu'on peut imaginer que le nombre de fois qu'on divise un nombre par 2 pour obtenir un nombre plus petit que 1, ça ne soit pas un nombre entier? Et je vous réponds toujours, mais on vous a déjà fait le coup, mais à une époque où vous étiez trop jeune pour comprendre qu'on était en train de vous rouler dans la farine. On vous a expliqué que 3,5 fois 7, c'était 3,5 plus 3,5 plus 3,5 plus 3,5. Puis un jour, vous êtes arrivé à l'école en CM1, et on vous a dit, aujourd'hui, on va faire des multiplications avec des nombres à virgule. Et vous auriez dû vous révolter en disant, mais qu'est-ce que ça veut dire ajouter 3,5 plus 3,5 plus 3,5, 7,2 fois? Voilà, mais à cette époque, vous n'étiez pas rebelle, donc vous avez dit, ah bon, ok, c'est comme ça. Voilà. Mais on vous avait déjà fait le coup sur la multiplication, je viens de vous le refaire sur la puissance et sur le logarithme, mais c'est pas plus grave que ça. Ou c'était déjà aussi grave à cette époque. Vous voyez? Et on part d'une définition, et on en cherche une autre ensuite, et c'est toujours par étapes successives qu'on généralise et qu'on étend les définitions. Bon, un peu d'histoire, est-ce que vous savez qui est ce monsieur? Eh bien, c'est l'inventeur des logarithmes. Et il s'appelle John Napier. John Napier n'a pas du tout inventé les logarithmes pour des histoires de balance Roberval ou de méthodes dichotomiques, etc. La seule chose qui intéressait Napier, c'était le fait que le logarithme de a fois b, ça soit le logarithme de a plus le logarithme de b. Alors pourquoi? Parce que faire des multiplications au début du XVIIe siècle, c'était fatigant. Pourquoi c'était fatigant? Parce qu'il n'y avait pas de calculatrice. Et donc, Napier a eu une idée, qui était quand vous avez deux nombres que vous voulez multiplier, vous cherchez le logarithme de a, vous cherchez le logarithme de b, vous les ajoutez, et ça c'est une addition, c'est facile, c'est pas fatigant. Et ensuite, une fois que vous les avez ajoutés, vous cherchez l'exponentielle de ce nombre. C'est-à-dire, là, excusez-moi, il y a une erreur dans le transparent, vous cherchez l'exponentielle de ce nombre, c'est-à-dire le nombre dont la somme que vous avez calculée est le logarithme. Et ça, c'est une méthode pour faire les multiplications qui est beaucoup plus rapide, à condition que vous sachiez trouver les logarithmes. Et comment est-ce que Napier faisait pour trouver les logarithmes? Eh bien, il avait fabriqué cette table où on vous dit ici que le logarithme de 1, c'est 0. Le logarithme de 2, c'est, je ne sais pas en quelle unité, je sais pas en quelle base c'est, donc 30, 103. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Enfin bref, c'était une table et vous pouvez chercher les logarithmes. Et puis ensuite, une fois que vous avez, vous voyez, vous avez n, le logarithme de n, le logarithme de n, et vous avez comme ça des tables qui peuvent être des petits bouquins qui font 100 pages. Donc il y a des, mais là c'est pareil que pour Google, c'est pareil que pour un moteur de recherche en général. Vous faites la table une fois et vous l'utilisez toute votre vie. Donc ça vaut le coup de faire une table, surtout si vous êtes plusieurs à l'utiliser. Bien, en fait, juste après Napier, je vous ai mis là, la date, là c'était 1614, donc le début du XVIIe siècle. Et juste après, il y en a un autre qu'on connaît moins qui s'appelle Edmund Wingate. Et ça, c'est un grand mystère de l'histoire des sciences, c'est qu'on se souvient toujours des gens qui ont inventé les concepts et jamais des gens qui ont inventé des objets. Edmund Wingate a inventé un nouvel outil de calcul, et qui est un outil de calcul qui a été utilisé pendant 3 siècles, et pour vous montrer, qui s'appelle la règle à calcul, et je vais vous montrer comment il fonctionne. D'abord, je vous ai fait une règle à calcul qui permet de faire des additions. Et ça, c'est pas trop difficile. Et vous avez 2 règles qui sont graduées comme ça. Et si vous voulez faire 3 plus 5, qu'est-ce que vous me proposez de faire? Voilà, vous décalez la règle du bas jusqu'à ce que le 0 de la règle du bas arrive en face du 3. Et le 5 va se trouver en face du 8. C'est le résultat, d'accord? J'ai ajouté 3 cm et 5 cm, ça fait 8 cm. Mais plutôt que de graduer sa règle en mettant le nombre de centimètres, Wingate a eu l'idée de mettre l'exponentielle du nombre de centimètres. Et donc voilà la règle à calcul telle qu'elle apparaît. Vous avez 1, 2, 3, 1, 2, 4, 8, pardon. Et pareil en bas. Et donc là, si vous voulez multiplier 8 par 32, eh bien vous décalez la règle jusqu'à ce que le 1 arrive en face du 8. Et hop, ici vous avez 256. Et alors, cette règle, elle a été utilisée depuis le début du XVIIe siècle, donc depuis 1627, jusqu'en gros en 1970. Et je suis malheureusement trop jeune pour avoir eu une règle à calcul. J'ai eu une calculatrice comme vous. Et en revanche, ça c'est la règle à calcul de mon père. Et donc mon père me l'a laissée, et je ne sais pas m'en servir. Alors je sais que ce truc se décale. Ce truc qui se décale, c'est ça.
Donc ça permet de faire des multiplications. Mais après, il y a un autre truc ici, puis il y a des nombres partout, je ne sais pas ce que c'est. J'ai jamais appris à m'en servir, alors j'ai quand même essayé de faire une multiplication. Je vais essayer de faire 8 fois 32, non, c'est compliqué, je vais faire 2 fois 2. Donc vous voyez, là, j'ai amené le 1 qui se trouve là en face du 2, et en face du 2, ben non, ça marche pas. Ah non, non, c'est là le 2, c'est là le 2. Voilà, et en face du 2, il y a le 4. Vous voyez, je peux vous montrer, là. Vous voyez, en face du 2, il y a le 4. Oui, ça vaut le coup. Vous voyez ? Incroyable, hein. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on a réussi à faire des sous-marins, des centrales nucléaires avec un truc comme ça, sans ordinateur. Et d'ailleurs, IBM, un jour, a voulu recruter 150 ingénieurs. Pourtant, IBM, c'est un truc qui fabrique des ordinateurs à la base. Et ils ont fait une petite affiche pour inciter les ingénieurs à candidater. Et là, voilà. Donc ça, c'est l'ingénieur des années 50. Et vous voyez, l'air inspiré. Et apparemment, il faut utiliser l'index, là, sur la petite réglette. Donc, il recrutait 150 ingénieurs de plus. Voilà, c'est à ça que ressemblait le métier d'ingénieur dans les années 50. Et vous voyez que, moi, quand je vois ça, on m'aurait dit que c'était à l'époque d'Archimède, je ne l'aurais pas cru. Mais non, c'était il y a quelques décennies avant votre naissance. Voilà, c'est la fin de notre long chemin. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est sur un petit mystère des concepts mathématiques. C'est qu'on a inventé le logarithme pour faire des multiplications plus facilement. Donc ça, c'est ce que je vous ai raconté de la vie de John Napier. Puis ça a servi à faire plein d'autres choses. Alors ça a servi à faire des règles à calcul juste après, ça a servi à organiser des tournois, et on a compris que c'était pas la peine que tout le monde rencontre tout le monde, ou qu'il y en ait un qui rencontre un joueur, puis le gagnant qui rencontre un autre joueur, puis le gagnant qui rencontre un autre joueur, parce que ça prend un temps n, et il vaut mieux avoir le système des tournois qu'on connaît qui prend un temps log n. Ça a permis de construire des gammes de musique, ça je ne vous l'ai pas expliqué, ça permet de mesurer la magnitude des tremblements de terre, ça permet d'analyser les méthodes analogiques numériques, ça permet de comprendre pourquoi la recherche dans les dictionnaires marche, ça permet de comprendre pourquoi les moteurs de recherche marchent. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment bien compris. Des fois, vous inventez quelque chose pour résoudre un problème, et puis ça sert qu'à ça. Et puis des fois, vous inventez quelque chose pour résoudre un problème, et ça permet de résoudre plein d'autres problèmes. Et ça, c'est encore un des grands mystères des mathématiques. Excuse-moi. Et c'est un des grands mystères des mathématiques. Pourquoi il y a certains concepts qui, tout d'un coup, se mettent à servir à tout un tas de choses. Et en général, en revanche, c'est quand on découvre un concept comme ça, qu'on a la chance de découvrir un concept comme ça, on dit il faut l'enseigner le plus tôt possible, puisque ça sert à plein de choses. Et donc, c'est comme ça qu'on construit les programmes de lycée. Et c'est pour ça que vous entendrez parler encore de logarithme et d'exponentiel au lycée. Alors que d'autres concepts un peu plus ésotériques, vous n'entendrez parler que plus tard. Merci. Donc il nous reste un petit peu de temps pour des questions. Donc là, jusqu'à maintenant, j'ai posé beaucoup de questions et vous avez été assez gentils pour y répondre. Donc maintenant, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et je vais essayer d'y répondre. Oui ? Alors, je vais pas vous donner toute la méthode, puisque là aussi, la première gamme de musique, elle a été construite par Pythagore, et celle dont je parle, elle a été construite par Bach. Et vous voyez qu'entre Pythagore et Bach, il y a un certain nombre d'années qui se sont écoulées. Mais la chose qu'il faut comprendre, c'est que si on entend un La, le La, il a une certaine fréquence, par exemple 440. Si on double la fréquence, on entend une note qui est plus aiguë, et on a l'impression d'un certain intervalle entre les notes. Donc si on passe de 440 à... On va partir du La 110, ça sera plus simple. 110, c'est aussi un La. Bon. Un La qui est un peu plus bas sur la portée. Donc vous avez 110, vous passez à 220, vous avez l'impression d'un certain intervalle. Et vous pourriez vous dire, non, si je passe à 330, je vais avoir l'impression du même intervalle. Mais ça, c'est pas vrai. Si vous avez doublé pour passer de 110 à 220, pour avoir le même intervalle, il faut encore doubler pour passer pour avoir la sensation du même intervalle. Et donc c'est pour ça qu'il y a un La 110, un La 220 et un La 440, mais qu'à 330, c'est un Mi. Bon. Donc, il faut savoir compter jusqu'à 5. Mais ça s'appelle une quinte.
Voilà, donc ça c'est la loi de Weber-Fechner dans le cas particulier de la hauteur des notes, c'est-à-dire nous ne sommes pas sensibles à la fréquence du son, mais nous sommes sensibles au logarithme de la fréquence du son. Et donc du coup, si on veut découper l'octave en 12 demi-tons égaux, eh bien, il ne faut pas prendre la différence de fréquence et la diviser par 12, il faut prendre le logarithme des fréquences, leur différence, et diviser ça par 12. Et puis ensuite, on prend l'exponentielle et on obtient la hauteur des notes. Et donc ça, c'est la gamme de Bach, où l'octave est divisée en 12 demi-tons égaux. Et donc comment est-ce que Bach appelait un clavier où tous les demi-tons étaient égaux? Bien tempéré. Donc ça, c'est le clavier bien tempéré. Et à l'inverse, mais dans le clavier bien tempéré, il n'y a pas la quinte exacte. Et à l'inverse, il y a la gamme de Pythagore, où les demi-tons ne sont pas identiques, mais de manière à ce qu'il y ait la quarte et la quinte qui soient parfaites. Voilà, donc on peut parler 1 heure de la construction des gammes, ou pas. Une autre question? Oui? La fonction la plus difficile à manier, ce serait plutôt la logarithmique ou l'exponentielle? C'est exactement pareil, puisque l'exponentielle, la règle à connaître, c'est que pour 2 puissance n plus p, enfin 2 puissance x plus y, c'est 2 puissance x fois 2 puissance y. Le logarithme, c'est l'inverse, c'est le logarithme de x fois y, qui est le logarithme de x plus le logarithme de y. Donc ça transforme l'addition et la multiplication, mais c'est vraiment des fonctions réciproques, donc c'est vraiment la même fonction en miroir. Et donc tous les problèmes sont d'égale difficulté, que ce soit sur le logarithme ou sur l'exponentielle. Oui? Oui? Ah ben alors elle ressemble, comme vous l'avez vu, à une fonction qui croît extrêmement doucement, puisque le logarithme d'un nombre, c'est jamais un très grand nombre. Et, oui? Et il n'y a pas de feutre. Bon. Sauvé par le feutre. Ah non, il y a un feutre. Merci. C'est pas grave, c'est une belle fonction. Je crois que c'est un feutre qui n'est pas effaçable. Ou le tableau n'est pas effaçable. C'est pas grave. C'est toujours mieux ce qui est écrit là. Ça sera un souvenir. Non, mais alors je vais plutôt, on va faire un exercice mental. Vous allez tous tracer la fonction dans votre tête. Et ça, c'est important de... Je sais pas ce qui se passe. Attendez une seconde. Je vais vous raconter une histoire. Sur un mathématicien qui a résolu un problème extrêmement difficile de dénouer un lacet. Donc vous voyez ce qu'il y a. Vous prenez un lacet de chaussure, vous pouvez faire un nœud avec, mais il faut qu'à la fin vous recolliez les 2 morceaux du lacet. Et donc vous avez certains nœuds que vous pouvez dénouer, et puis vous en avez d'autres que vous ne pouvez pas dénouer. Ok? Bon. Et donc il y avait un nœud extrêmement compliqué, on se demandait si on pouvait le dénouer ou pas, et il y a un mathématicien qui a résolu le problème. Et donc tout le monde s'est émerveillé de ce résultat. Mais le truc intéressant, c'était que ce mathématicien était aveugle. Et moi, si j'étais aveugle, j'aurais fait de l'algèbre, pas de la géométrie. Je me serais dit, en géométrie, il faut voir les choses. Eh bien non, justement, le fait de voir les choses, apparemment, peut aussi être un handicap pour les penser abstraitement. Donc on va penser la courbe du logarithme abstraitement. D'abord, il n'y a pas de logarithme des nombres négatifs. D'accord? Si vous avez vu que tous les exemples que je vous ai donnés, c'était des nombres positifs. Et si vous prenez un nombre négatif, vous pouvez le diviser par 2 autant que vous voulez. En fait, ou d'un certain point de vue, il est déjà plus petit que 1. Enfin, ça n'a juste aucun sens. Donc, il faut penser qu'on est d'abord uniquement sur la partie droite du dessin, puisqu'on a uniquement un nombre positif. Partons de 1 pour commencer. Et vous voyez qu'en 1, ça va faire 0. Donc, en x égale 1, on est en y égale 0, on est sur l'axe des x. Puis quand on avance sur l'axe des x, quand on est en 2, on est en 1. Mais il faut avancer beaucoup pour arriver jusqu'à 4, de manière à être à 2, puis à 8, de manière à être à 3. Donc, vu de votre côté, ça fait une courbe qui part de loin comme ça, et qui croît, mais qui croît très doucement. À un moment, elle est presque horizontale. Elle n'est jamais vraiment horizontale,
mais on a l'impression qu'elle va devenir horizontale. C'est pas tout, c'est pas tout, c'est pas tout. Oui? Ça ressemble un peu à racine de x, mais c'est 1000 fois pire. Ça s'accroît beaucoup plus doucement que racine, mais effectivement, ça ressemble un peu à racine. Et puis, il manque quand même le petit bout entre 0 et 1. Je vous ai dit, pour les nombres négatifs, il n'y en a pas. Eh bien alors, entre 0 et 1, le logarithme est négatif. Ça, je ne vous en ai pas parlé, parce qu'il faut en gros multiplier les nombres pour se rapprocher de 1. Et donc, la courbe est sous l'axe des x, et en fait, ça tend vers moins l'infini en 0. Et si vous retournez cette courbe, vous faites une symétrie par rapport à l'axe x égale y, et bien vous obtenez l'exponentielle. Donc si tu vois la courbe exponentielle là, qui fait comme ça, splouk, bah, tu la fais en miroir et ça fait sploc. Non, ça ne décroît jamais. Ça fait, hop, ça continue à croître, mais très doucement. Tout le monde voit la courbe? Vous voyez, il n'y a pas besoin de Dieu, en fait. Oui, il y avait d'autres questions, ici? Oui? Oui? Vous disiez qu'un moteur de recherche, en fait, il faisait des recherches par dichotomie. Oui? Mais comment est-ce qu'il va faire pour avoir un résultat qui soit plus en rapport avec ce qu'on veut, sachant que des mots, on peut les trouver dans plein d'articles différents. Comment est-ce qu'il va trouver ce qui va nous intéresser? Oui. Donc, ça, c'est une première étape qui vient avant de classer les mots. Donc, vous avez compris le problème? Donne-moi un exemple de synonyme. Avocat. Vous voyez? Donc, vous cherchez un avocat parce que vous êtes en garde à vue. Donc, vous savez que quand vous êtes en garde à vue, vous avez le droit au service d'un avocat. Donc, si jamais vous êtes en garde à vue, première chose à faire, il faut demander un avocat. Maintenant, vous faites une requête dans un moteur de recherche et on vous dit, pour planter les avocats, il faut plutôt une serre ombragée. Et puis, au supermarché du coin, il y a 3 avocats à 2 €. Donc, ce n'est pas l'information que vous voulez. Donc, ce qui se passe pour éviter ça, et vous pouvez, par exemple, déjà avec un moteur de recherche ordinaire, c'est taper avocat droit ou avocat procès, ou vous mettez un deuxième mot, et vous trouvez uniquement les occurrences du mot avocat qui sont proches dans un texte d'autres mots que vous avez mis. Et ce que les gens qui font des moteurs de recherche cherchent à faire, c'est d'être capable de distinguer, comme s'il y avait 2 mots, d'ailleurs il y a 2 mots dans le dictionnaire, en fait, il y a 2 entrées dans le dictionnaire, c'est d'être capable de taguer chacune des entrées dans chacun des textes, où le mot, de chacune des pages où le mot avocat apparaît, et de repérer par le contexte si on parle d'avocat dans un sens ou avocat dans un autre, et d'indexer les 2 mots indépendamment, de manière à ce qu'ensuite, vous puissiez dire c'était ce sens-là du mot avocat ou l'autre sens du mot avocat que je cherchais. Mais bon, ça c'est compliqué parce qu'il y a, par exemple, il y a des homonymes qui ne sont pas des mots, des noms communs. Il y a des homonymes qui sont des noms propres. Donc, vous voyez le nombre de gens qui s'appellent Martin, Roche, Sanchez, Gomez, etc. Pour les distinguer, c'est assez difficile. Et là, on ne peut pas dire qu'il y a plusieurs significations du nom Martin. Parce que c'est même pas des mots du dictionnaire, c'est des noms propres, donc c'est des noms de gens. Et alors là, identifier les gens sur le net, ça c'est sur le web, c'est beaucoup plus difficile. Autre question? Vous pouvez me poser des questions sur tout, hein, sur le logarithme et sur l'exponentielle, mais sur le métier de chercheur, sur ce que vous voulez. Oui? Est-ce que je pourrais regarder votre règle? Alors surtout, tu ne la casses pas. Elle est déjà un peu cassée. Essaye de faire 2 x 3, là. J'ai déjà réussi à faire 2 x 2. Oui, je t'écoute. En quoi consistait votre travail à la NASA? Alors, à la NASA, j'ai travaillé sur un protocole qui permet à des avions sans pilote, donc des drones, mais avec des passagers, de voler d'un aéroport à un autre. Et donc, de la même manière, vous avez peut-être pris la ligne 14 à Paris, ou la ligne 1, et vous avez remarqué qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion, dans le métro. Et il y a une question qui se pose, qui est de savoir si mettre des pilotes dans les avions, ça augmente la sûreté des avions,
où ça diminue la sûreté des avions. Et essentiellement, les êtres humains que nous ne sommes pas faits pour travailler. Et en particulier, nous ne sommes pas faits pour être attentifs pendant 9 heures à se demander, alors qu'il ne se passe rien, à se demander, est-ce que par hasard il y a un avion qui arrive? Bah non, c'est bon, qu'on va tout droit. Est-ce que par hasard il y a un autre avion qui arrive? Bah non, c'est bon, on va tout droit. Et donc les pilotes font un travail qui est extrêmement fatigant, mais surtout ils ne sont pas très efficaces parce que essayent de te concentrer pendant 9 heures sur un écran vide en se disant peut-être il va se passer quelque chose. Le risque d'endormissement est grand, même si bon, les pilotes ne s'endorment pas tous. La question est de savoir si on remplace le pilote par un ordinateur, est-ce qu'on obtient un système qui est plus sûr ou moins sûr? Et ça, c'est une question qui est extrêmement débattue. Moi, je crois, mais c'est pas un théorème, hein, c'est juste une croyance, qu'en supprimant les conducteurs dans les trains, en supprimant les pilotes dans les avions et en supprimant surtout les conducteurs dans les voitures, on peut aller vers un monde dans lequel il y aura moins d'accidents. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'accidents. Il y aura aussi peut-être moins de détournements d'avions, tu vois, parce que le pilote, il a un problème, c'est qu'il a de l'empathie, ce qui, dans beaucoup de situations, est une qualité. Mais par exemple, s'il y a un pirate de l'air qui détourne l'avion en menaçant un passager, bon, ben, le pilote va un petit peu suivre les indications du pirate, alors qu'un algorithme ne saurait même pas de quoi on parle. Alors, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'autres problèmes de sécurité. Par exemple, il pourrait y avoir des hackers qui prennent le contrôle de l'avion à distance. Donc ça serait aussi un problème. Donc j'ai travaillé dans une équipe qui s'intéresse à des questions de sûreté de fonctionnement d'avions sans pilote. Et que ça soit pour le métro ou que ça soit pour ces avions sans pilote, on a l'idée qu'on ne peut pas laisser un algorithme conduire un avion ou conduire un métro si on n'a pas une certitude quasi absolue, parce que la certitude absolue n'existe pas, que l'algorithme n'a pas de bug. Tu vois, ça serait dommage que parce que dans un if then else, on a confondu le then et le else, tout d'un coup l'avion s'écrase. Donc pour ça, il y a des techniques qui sont des techniques qui consistent à démontrer que les programmes vérifient certaines propriétés. Et donc la NASA a une assez grosse équipe qui travaille là-dessus, et c'est dans cette équipe que j'ai travaillé. Et donc on a montré que, essentiellement, c'était assez rigolo, c'était avec des maths de lycée, que c'était des équations du second degré principalement, qu'on a fabriqué des algorithmes qui calculent des manœuvres pour des avions qui arrivent comme ça. Voilà, et donc par exemple, une solution, c'est de dire à celui-là, il faut monter. Mais à ce moment-là, il ne faut pas dire à celui-là, il faut monter aussi. C'est une des choses qu'il faut éviter, par exemple. Il y a encore une question. Vous étiez participé à un débat sur est-ce que l'ensemble des problèmes du monde pouvaient être résolus par un ordinateur? Est-ce que vous pourrez en... Oui, alors, je me suis intéressé à ces questions, mais bien avant moi, en 1936, donc je suis vieux, mais pas à ce point-là, en 1936, il y a, pour la première fois dans l'histoire de l'informatique, on est arrivé à être sûr qu'un certain problème ne pouvait pas être résolu par un ordinateur, par un programme. Et donc vous voyez, depuis l'Antiquité, à chaque fois qu'on se posait un problème, par exemple faire une addition, on trouvait un algorithme, on trouvait une méthode pour faire des additions. On se disait, bon maintenant l'addition est résolue, on va faire la multiplication, et on a dit, cherchons un algorithme pour faire des multiplications, on en a trouvé un. Et donc toute l'histoire des mathématiques jusqu'en 1936, à chaque fois qu'on a cherché un algorithme, on en a trouvé un. Et dans les années 30, dans les années 20 même, il y a eu un mathématicien qui s'appelle David Hilbert qui a posé un problème et il a dit ça serait bien de trouver un algorithme pour résoudre ce problème. Voilà. Et en 1936, pour la première fois, on a réussi à démontrer qu'il n'existait pas d'algorithme qui résolvait ce problème-là. Donc je pourrais vous expliquer ce qu'est ce problème, c'est pas compliqué, mais ça nous prendra une demi-heure. Et donc, il y a maintenant toute une branche de l'informatique qui s'intéresse aux problèmes qu'on ne peut pas résoudre avec des algorithmes. Et donc, il y en a un certain nombre. Donc, ça a une conséquence un tout petit peu utile dans la vie quotidienne, c'est qu'il y a un certain nombre de gens autour de vous qui pensent que les ordinateurs vont résoudre tous les problèmes. Ok, je pense que vous en connaissez, peut-être vous en faites partie. Eh bien, c'est bien de croire en la puissance des ordinateurs, mais faites attention qu'il y a des problèmes dont on sait qu'ils ne seront jamais résolus par un ordinateur, et que le mythe de la toute-puissance des ordinateurs est précisément un mythe. Par exemple, un exemple de problème.
Alors, il y en a un... voilà, ok. Alors, je vais essayer de le faire en 3 minutes. Si vous prenez une équation avec une variable, une inconnue, et qui est une équation polynomiale, ça veut dire une équation du 2e degré, ou du 3e degré, ou du 4e degré, ou du degré que vous voulez, mais il n'y a pas de sinus, de cosinus, il n'y a pas de log, il n'y a pas de... Voilà, mais c'est un polynôme. Ok ? Vous savez tous ce qu'est un polynôme ? Bon, parfait. Donc vous avez un polynôme P, vous cherchez l'équation P de x égale 0. Mais vous cherchez aussi une solution x qui est un nombre entier. Ok ? Donc ça s'appelle une équation diophantienne. Diophante, qui était un mathématicien du IIIe siècle, a laissé son nom à ce type d'équation. Il y a un algorithme qui, pour les équations diophantiennes à une variable, résout toutes les équations diophantiennes. Et cet algorithme, il n'est pas si compliqué à comprendre. On est capable de démontrer que si jamais il y a une solution, alors il y a cette solution-là ou une autre est plus petite que le plus grand des coefficients du polynôme. Ok, donc vous regardez le plus grand des coefficients du polynôme, par exemple c'est 724, et vous dites s'il y a une solution, il y a une solution avant 724, donc cette solution c'est ou bien 0, ou bien 1, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 4, ou bien 724. Et pour savoir si l'un de ces nombres est une solution ou pas, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous les testez l'une après l'autre. D'accord ? Donc ça, c'est un vieil algorithme qu'on connaissait déjà au 19e siècle pour résoudre les équations diophantiennes à une variable. Et en 1900, il y a le même Hilbert dont je vous parlais tout à l'heure, a posé la question de savoir si on pouvait généraliser cet algorithme aux équations diophantiennes à un nombre quelconque de variables. Et en 1970, donc bien après 36, c'est un problème qui est plus simple à expliquer que le problème de 36, mais qui a été résolu après, il est beaucoup plus difficile à résoudre. Il y a un mathématicien russe qui s'appelle Matiasevich qui a montré qu'il n'y avait aucun algorithme qui permettait de résoudre les équations diophantiennes à 9 variables. Donc voilà, si jamais quelqu'un vous dit les ordinateurs sont tout puissants, vous pouvez dire, mais un ordinateur n'est même pas capable de résoudre les équations diophantiennes à 9 variables. Voilà, donc ça jette un froid, où il y a une petite phase d'incompréhension entre vous et votre interlocuteur, mais vous voyez qu'il y a des problèmes qui sont assez naturels, d'un certain point de vue, pour lesquels il n'y a pas d'algorithme qui permet de les résoudre. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1900, quand Hilbert a posé le problème, Hilbert n'avait même pas l'idée qu'il puisse y avoir des problèmes pour lesquels il n'y avait pas d'algorithme. Donc Hilbert a posé le problème en disant « trouvons un algorithme qui ». Hilbert n'a jamais posé la question en disant « est-ce qu'il existerait par hasard un algorithme ?» C'était complètement évident pour Hilbert qu'il devait en exister un, et ce n'est pas le cas. Et là, vous avez encore un autre exemple qui n'a pas duré 23 siècles. Vous voyez que le problème a été posé en 1900. Il a été résolu en 1970. Hilbert a dû mourir en 1946. Donc Hilbert n'a pas vu de son vivant la solution de son problème. C'est plusieurs générations après que le problème a été résolu. Ça, c'est un argument que vous pouvez utiliser. Vous voyez, des fois, vos profs vous disent que vous passez trop de temps sur un exercice, vous n'allez pas assez vite. Bah, dites-leur, regardez, Matiasevich a mis 70 ans pour résoudre un exercice assez simple. Donc c'est normal que vous passiez un petit peu de temps. Et à l'inverse, c'est pas parce que vous avez passé une demi-heure sur un problème et que vous n'avez pas eu d'idée qu'il faut vous décourager. Parce que si Matiasevich s'était découragé, enfin si les mathématiciens qui ont travaillé sur cette question s'étaient découragés au bout d'une demi-heure, on n'aurait jamais eu la solution puisqu'il fallait persister pendant 70 ans. T'as réussi 3 x 6 ? Non, 2 x 3 ? J'ai trouvé multiplication et Geoffroy puissance. Ah oui, puissance, comment tu fais ? Je crois parce que si on met le curseur du 1 sur Ouais. 3, et ben on obtient 3 puissance 4. Donc on se cale sur le 4 ici, Ouais. et on obtient 81 là. Ah oui, pas mal. C'est ce qui donne en exemple ici en fait. Ah oui, ok, super. Exemple, Ok, 3 ok. puissance 4 est égal à 81. Ok, bravo. Il faut le dire en haut, mais du coup, le dire. Donc en théorie, tu aurais gagné une règle à calcul, mais comme c'est la seule que j'ai, je vais la reprendre quand même. Une dernière question avant que tout le monde soit parti ? Oui ? Que font justement quel est le but de l'informatique si on ne peut pas résoudre les problèmes avec des algorithmes? Ah, mais il y a aussi des problèmes qu'on peut résoudre avec des algorithmes. Vous avez dit qu'il y avait une branche de l'informatique qui s'occupait de... Oui, c'est-à-dire, bon, c'est un peu caricatural. Il y a une branche de l'informatique où on prend des problèmes qui ont l'air suffisamment durs pour qu'on puisse passer des mois, voire des années, à se poser la question de savoir est-ce qu'il existe un algorithme ou est-ce qu'il n'en existe pas.
Donc il y a des techniques pour montrer qu'il n'y a pas d'algorithme. Et parfois, il y a des gens qui sont persuadés qu'il existe un algorithme, qui le cherchent, qui ne trouvent pas. Et donc, à ce moment-là, on leur dit peut-être tu devrais essayer de démontrer qu'il n'en existe pas. Et donc, il y a des techniques pour ça, il y a des méthodes pour ça, il y a des gens dont c'est la spécialité de faire ça. Après, il n'y a pas des armées de gens qui essaient de démontrer que certains problèmes ne peuvent pas être résolus par des algorithmes. Mais disons, ça fait partie de la connaissance des informaticiens de connaître des méthodes pour montrer qu'il n'existe pas d'algorithmes qui permettent de résoudre des problèmes. De la même manière que vous pouvez demander à un physicien d'essayer de faire un avion qui va plus vite que la vitesse de la lumière, normalement, il doit à un moment vous dire il y a un principe en relativité qui dit qu'on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. C'est-à-dire le fait de connaître les limites de la science fait partie de la connaissance scientifique. C'est ça que je voulais dire, en fait. Bon, eh bien, Merci beaucoup. il est temps.